Vous l'avez tous attendu, on l'a teasé longtemps et il est temps de faire le crossover entre Sam et Chris Ganacht. Je suis super content de le faire. On a attendu la bonne occasion et je pense qu'il n'y a rien de mieux. On a eu l'UFC 267 hier qui nous a bien chauffé et on a l'UFC 268 qui arrive samedi prochain. Incroyable. Il y a trop de choses à dire. Donc, on a sélectionné les trois plus gros combats pour rentrer plus dans le détail et s'assurer d'offrir de la qualité. Je vais commencer simplement par te demander comment tu vas ce soir, Sam. Ça va. Nickel, parfaitement. Tranquille. Et toi, comment, Comment? et toi, comment tu vas? Fatigué. J'ai dormi 4 heures cette nuit. Ok, bon, bah, je peux le dire aussi alors. Malgré qu'on a gagné une Fatigué. heure, hein. C'est un truc de dingue. Ouais, je suis fatigué aussi. Mais bon, ça va, on va pas se plaindre. Ça va. Non, du tout, du tout. Après, moi, j'ai congé demain. Toi, pas, apparemment. Non, je me lève très tôt, mais c'est pas grave. Ok, On fait bon, les- on on va fait essayer de l'effort. du bon taf. On va essayer d'être efficace, de dire tout ce qu'il y a à dire et puis d'aller dormir pour bien se reposer. Du coup, comme je le disais, on a sélectionné trois combats, les trois derniers. Michael Chandler contre Justin Gaethje. On a sélectionné le co-main event entre les femmes, la revanche pour Weili Zhang contre Rose Namajunas. Et puis le main event, évidemment, la revanche pour Colby Covington contre Kamaru Usman. Alors, on va commencer dans l'ordre chronologique. Justin Gaethje contre Michael Chandler. Je te laisse un peu la parole sur... peut-être commencer par ton ressenti quand le combat a été annoncé. Quelle a été ta première impression? Quel est le favori selon toi? Et puis on partira de Oh. là. Ma première impression, c'est que ça va être une guerre atomique. Là, je pense qu'il y a très peu de chances que ça soit un pétard mouillé. Très peu de chances. Stylistiquement, c'est presque, j'ai envie de te dire, presque impossible, à moins que Chandler arrive avec un game plan à la Gilbert Burns contre Stephen Thompson, un game plan salir le combat avec du catch control, de la lutte, un truc dans le genre. Mais je pense que Geji a les capacités pour obliger Chandler à faire la bagarre. Donc Mhm. déjà, la réaction, c'est oh, ça va être une guerre. Surtout avec le mindset des deux. Geji qui est un brawler, le brawler ultime avec Tony Ferguson, hein. Et Chandler qui est plus vers la fin de carrière et qui est en mode c'est tout maintenant, c'est tout ou rien. Et que dans d'autres combats, on aurait pu le voir stratégique. Là, clairement, il annonce la couleur et je pense qu'il tiendra ce qu'il dit. Il va venir vraiment envoyer des bombes. Et, Mhm. euh, et à 35 ans, voilà, il peut plus trop entrer dans les stratégies, dans des game plans. Et en plus de ça, stylistiquement, avec Geji, de toute façon, dès que tu as une stratégie, bon, Elle passe par la fenêtre très voilà, rapidement. ça, elle va passer par la fenêtre. Donc la première réaction, c'est, bah, moi, je suis très content. Je suis pas un grand fan de Justin Gaethje, contrairement à 87% des fans de MMA. Ouais. Euh, j'aime bien Chandler. J'aime bien Chandler. Il me rappelle un peu, tu sais, le bon combattant américain à l'ancienne, à la Chad Mendes, tu vois, J'allais dire la version ouais, améliorée de Chad Mendes, ouais. c'est ça, Power Wrestler qui est trop petit pour s'accater, qui envoie des crochets lourds. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, j'aime bien si on est dans le subjectif. Bah là, je suis invité aujourd'hui, donc j'ai le droit d'être un peu dans le subjectif. Je suis très factuel sur ma chaîne et j'essaie de pas prendre de parti. Je pense que c'est important Ouais. d'analyser les choses proprement et d'être le moins possible dans le subjectif. Là, aujourd'hui, je suis invité, donc je peux me permettre d'être un peu dans le subjectif et du coup de dire un peu de conneries aussi. Au passage, ça fait plaisir, tu vois là. Lâche-toi, Moi, lâche-toi. je, le favori, tu m'as dit qui est pour toi le favori? Bah, tu penses c'est le favori? Bah, le favori, c'est clairement Geji. Mhm. Sur le papier, c'est sûr. Sur le papier, en vidéo, voilà, c'est Geji. J'allais te dire presque partout. Mais, Ouais. mais, euh, il y a un couac quand même. Bon, j'étais Chandler, hein, depuis qu'ils ont annoncé le combat, j'étais vachement Chandler. Je t'avoue que ça se resserre. C'est chiant de dire, c'est plus du 50-50, même si c'est hyper chiant les gens qui disent ça. Oh, c'est 50-50, Je te parce que comprends totalement. C'est tellement ça veut compliqué à rien dire. pronostiquer, ouais. Mais j'ai mon côté subjectif qui se fait rattraper par le factuel. J'ai mon côté analyse qui rattrape mon côté le cœur, tu vois. Ouais. Au début, je te disais Chandler. Bon, je fais vachement de propagande Chandler, t'as vu, mais c'est pour rigoler. J'aime bien, c'est fun, tu vois. Ouais. Dans les fight week, t'es à fond pour un mec. Et là, je vais être Colby à fond. On en parle après, mais
Je joue le jeu à fond, mais je suis pas débile. Je sais très bien où est la place de Chandler, celle de Geji. Je connais leur carrière à tous les deux. Et bien entendu, sur papier, Geji part gagnant. Oui, mais je viens de regarder, je viens de vérifier, il est favori modéré, hein, c'est moins 180, donc c'est pas énorme favori. Je vais revenir sur plusieurs points que tu as cités qui m'intéressent pas mal pour un peu approfondir, notamment le fait que Michael Chandler va probablement jouer le tout pour le tout, entre guillemets. Il va tout donner, il n'est pas là pour offrir un combat chiant. Hier, il y a eu une super performance d'un certain Islam Makhachev. Qui du coup fait un gros statement pour un title shot. Est-ce que tu penses que ça aura son impact aussi sur le mindset que autant Gaethje que Chandler va avoir en entrant dans la cage en se disant, OK, à la base, on considère que ce combat, c'est le vainqueur qui obtiendra le title shot, mais maintenant, on a encore une plus grosse pression parce que si on offre un combat chiant et qu'on a une victoire un peu sur le fil, on risque de se faire couper l'herbe sous le pied par Islam Makhachev qui nous a offert une magnifique victoire hier soir. Ouais, bah alors moi, je suis dans des maths simples sur ça. Pour moi, si Geji gagne, même si c'est un combat assez chiant et qu'il gagne sur une décision, enfin voilà, même sur une split, et je pense que si Geji gagne, il est contender numéro un. Je pense que Makhachev ne combattra pas pour le titre directement. Mhm. Si Geji gagne, hein. Si Chandler gagne, je pense que Chandler ne jouera pas le titre tout de suite. Ouais. Et je pense que Makhachev peut passer devant justement, directement. Après, Dana White, il répondait pas vraiment en interview. On lui posait la question, on lui posait la même question que tu viens de poser. Et il disait, il peut arriver plein de choses, les mecs peuvent se blesser, il y a le Covid, on sait jamais ce qui peut se passer, ça dépend qui gagne. Mais pour moi, si Geji gagne, il prend le gagnant d'Oliveira Poirier. Poirier. Si Chandler gagne, ça serait pas logique pour moi qu'il joue le titre avant Makhachev. Parce que Ouais. déjà, il a eu déjà un gros Dana White privilège, je le dis avec l'accent français, quand il est arrivé du Bellator et qu'il a éteint salement Dan Hooker et qu'il a eu directement un title shot contre Charles Oliveira parce que la ceinture de Khabib était vacante. Je pense un deuxième Dana White privilège. Après, si Chandler arrive et qu'il te fait, comme il a fait à Dan Hooker, à Geji, Sacré ça va, argument, hein. Sacré argument de ouais, vente. ça va travailler Dana White. Et est-ce que tu peux. Après, en fait, on verra. Mais moi, je vois Geji, s'il gagne, il a le titre, il va jouer le titre. Et Makhachev va attendre encore un combat. Et Makhachev, de toute façon, a call out. Hier, il a call out. Pour le title shot, il a dit au micro, ouais, je veux le titre, je veux le titre. Après, à froid, en conférence de presse, il a dit, si je dois en faire un. Bon, il a pris un peu de recul. Il a dit, si je dois faire un combat de plus, alors je le ferai. Soit je fais un combat pour être le contender numéro un, soit un pour le titre. Et je pense qu'il a bien compris qu'il y avait encore un certain Dariush. Derrière, il n'y a plus personne, hein, parce que derrière, dans le classement, il y a Hooker, Makhachev. Enfin, voilà, il y a un certain Dariush numéro 3. On ne sait pas trop Yes. pourquoi, à quoi ça lui sert d'être numéro 3. Et en fait, on va voir. Là, comme je le disais hier avec Kakarot l'analyse là, après combat, on va savoir là, le week-end prochain et en janvier, c'est Ouais. Oliveira Poirier, ce qui va se passer. Donc on est impatient, mais dans les 2 mois qui arrivent, on aura notre réponse. Ouais, c'est clair que le haut de la division lightweight est super importante, super intéressante, pardon. On va rentrer un peu plus dans le côté technique peut-être. Tout à l'heure, tu disais que Gaethje était un sacré brawler, tout comme Chandler. Au final, c'est vrai que il y a plusieurs exemples dans leur carrière où ça part en guerre, notamment comme l'un comme pour l'autre contre Eddie Alvarez. Ils ont fait des guerres, que ce soit au Bellator ou à l'UFC contre cet adversaire commun. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a une réelle progression ou en tout cas un changement de stratégie dans le jeu de Gaethje depuis ses 2 défaites à l'UFC. Donc depuis qu'il a enchaîné les défaites notamment contre Dustin Poirier, il est revenu avec un aspect peut-être un peu moins brawler, un peu plus technique, un peu plus dans l'attente, peut-être même plus dans la réflexion. Ça reste un combattant à pression, ça reste un gars agressif, mais je le trouve peut-être plus calculateur depuis sa défaite contre Dustin Poirier. Et on l'a vu revenir contre James Vick, Edson Barboza et c'était qui le troisième? Donald Cerrone, avec vraiment un 3 aspect plus KO au premier round. stratégique, plus Trevor Whitman, j'ai envie de dire. Euh, alors, quand je dis brawler,
Donc, pour ceux qui sont pas anglophones, c'est la bagarre, hein, c'est un bagarreur. Ça fait vachement péjoratif, mais c'est pas quand je dis brawler, c'est un brawler technique. Ouais. Alors, c'est assez bizarre ce que je dis. Mais brawler, c'est une connotation péjorative dans le sens, c'est un mec qui swing bêtement et qui essaie de mettre KO. Euh, pour moi, c'est un très bon brawler. Voilà, je vais dire ça comme ça, parce que c'est un mec qui met constamment l'impression qu'il n'a aucune marche arrière. Ça n'existe pas. Mhm. C'est un mec, si tu le touches, il n'est pas dans la réflexion. Je viens de me faire toucher. Je prends du recul, je respire. Peut-être je rentre en lutte. C'est un mec, tu le touches. Il te retouche derrière ou il avance, il continue à avancer. Il va juste monter ses mains. Ah oui, il faut que je monte mes mains. Donc, il garde cette dimension brawler. Mhm. Il est plus technique parce qu'en fait, il est. Alors, moi, c'est surtout contre Tony Ferguson. Parce que les trois d'avant qu'il était en premier round. Contre Tony Ferguson, il est impressionnant parce qu'il n'y a pas de public. Ouais. Il entend très bien Trevor Whitman. Ouais. Et il fait confiance à Trevor Whitman sur ce combat parce qu'il comprend que s'il bat Ferguson, il va jouer le titre contre Khabib. Ce combat-là, dans ce combat, il a appris à combattre avec son cerveau et celui de Trevor Whitman. Et dans les autres, il est intense. Oui, dans celui de Tony Ferguson, il n'y a pas de bruit. Mhm. Il a un game plan bien précis sur ses déplacements, sur son bras arrière. Il le suit jusqu'à la fin. À un moment, il commence à s'enflammer parce qu'il se fait toucher salement aussi par Ferguson, hein. Il Ouais. prend un sale uppercut. Fin deuxième round. Ouais. Ouais, il prend un sale uppercut. Dans le coin, Trevor Whitman lui dit, t'as vu Ouais. ce qui arrive quand tu... Écoute-moi. Enfin, bref. Euh, Voilà, je pense qu'il a une maturité. En fait, Justin Gaethje, c'est un combattant exceptionnel qui a eu une maturité tardive. Ouais. Maturité technico-tactique tardive. Pourquoi? Parce qu'il a des prédispositions à la bagarre. Mhm. Il est tellement dur au mal qu'il a fait, tu regardes avant qu'il arrive à l'UFC, il a pris beaucoup de coups. Mais Ouais. c'est tellement un bagarreur de haut niveau. Les mecs, à un moment, ils se disaient, non, mais c'est bon, je peux pas te suivre, ça va trop loin. Il prenait des crochets, puis il continuait sur son game plan low kick. Tu le touchais en plein pot, il s'en fout, il mettait son low kick et il savait que ça allait payer. Gaethje, il est vraiment spécial. Et je suis d'accord avec toi, oui, il est devenu il s'est amélioré au niveau du technico-tactique, il s'est amélioré au niveau de la stratégie parce qu'il a appris, il fait confiance à Trevor Whitman. Ouais. Et puis je pense il a capté aussi les faits sur Rose Namajunas. On va en parler après. Mais Mhm. je trouve que pour moi, le travail sur Rose Namajunas, c'est le plus impressionnant, encore plus qu'Ousmane. Que des trois, entre Gaethje, Ousmane et Namajunas, euh, on en parlera après. Mais Ouais. la boxe de Rose Namajunas, ses déplacements, tout, enfin, c'est de l'art. Mais bon, on en parlera après. Oui, Exactement. On va en parler après, effectivement, mais je pense que personne, après la défaite de Rose contre Carolina, s'était dit, tiens, Rose, c'est une future championne. Et pourtant, il a retourné et elle est devenue championne. Euh, je suis assez aligné avec ce que tu dis par rapport à Gaethje. Effectivement, son combat contre Tony Ferguson, c'était limite un chef-d'œuvre, hein. Il a su gérer la pression de Tony Ferguson, gérer le volume, il a su le calmer complètement avec ses directs. Et puis, effectivement, pour moi, le tournant limite dans sa carrière, c'est la fin du deuxième round contre Tony Ferguson, où Trevor Whitman vient lui expliquer, enlève 20% de puissance dans tes frappes et cherche à toucher. Et ça, troisième, quatrième, cinquième round sont été juste magnifiques. Euh, ça. Maintenant, il y a une question de distance qui m'intéresse énormément dans ce combat. Pas la distance aller à la décision, mais la distance qui sera imposée entre les deux combattants. J'ai l'impression que Justin Gaethje a besoin de d'abord se rapprocher pour imposer son jeu, commencer à combiner à partir de là, etc., etc. Michael Chandler est tellement explosif qu'il peut imposer une distance où, de base, on ne sait pas se toucher, on ne sait pas envoyer un kick et toucher l'autre, et on a besoin de faire un gros step vers l'avant pour toucher. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Puisque Michael Chandler, autant que Gaethje aime bien être le combattant à pression et prendre le centre et mettre l'autre dos à la cage pour imposer leur jeu, qui va réussir à mettre la pression sur l'autre? Alors, c'est pour ça que ce combat, il est super dur à pronostiquer. Ouais. C'est pour ça qu'il est intéressant. Parce que, comme tu as dit, Gaethje, il est in the pocket. Gaethje, il est à l'intérieur. Et Mhm. il a un range assez spécial. Il a une espèce de mi-distance. Il rentre à l'intérieur et c'est ce mec qui a des. Tu sais, ces mecs, ils ont des longs segments, mais tu comprends pas, ils travaillent à mi-distance. Il a un range assez spécial, c'est vrai. Et dès qu'il est en place et qu'il a trouvé sa distance, c'est une galère. Et complètement à l'opposé,
t'as un mec qui passe en dessous, qui travaille sur les angles et qui travaille à l'extérieur, qui Ouais. rentre avec des crochets, des uppercuts et qui se déplace tout le temps et qui a l'habitude d'être plus petit. Il a toujours été plus petit. Je crois que il y a que Pitbull hein, qui était plus petit que lui. Je crois que Pitbull est plus petit que lui. Ou Ouais. enfin bref, il devait faire la Ou, même taille. ou alors la même taille, ouais. Ou au Bellator, mais il- donc c'est un peu comme l'histoire du gaucher contre le droitier. Le droitier. Quand t'es gaucher et que tu t'entraînes comme ça au haut niveau, tu auras toujours un léger avantage. Parce que tu t'entraînes qu'avec Des 90% de droitiers, ouais. droitiers et que ces 90% de droitiers ne voient que 10% de gauchers. Et ben Chandler, c'est un peu ce truc qu'il a aussi, c'est il a cette capacité à rentrer où les mecs qui n'ont pas l'habitude en sparring de tourner avec des mecs qui frappent aussi lourd, qui ont un gros physique, parce qu'on parle d'un mec qui tourne avec Ousmane. Hein, c'était le vrai sparring d'Ousmane au Sanford. Ouais. C'était pas pour Instagram. Hein, et Ousmane, hors combat, il est big, big. Et on parle d'un mec, un gros gabarit, mais qui est petit. Donc en fait, il a un truc spécial, morphologiquement, un peu comme Chad Mendes, qui faisait bien chier son monde avec ça. Donc c'est dur à aborder parce que Geji, il a aussi une posture super droite. Ouais. Il est très explosif sur sa défense de lutte. Donc sa défense de lutte, c'est pas tu rentres et une fois que tu es rentré et que tu es entré, techniquement, il se place. Geji, c'est à l'entrée qu'il bloque. Il sprawl. Tout de Ouais. suite, il sprawl très fort. Voilà, c'est pas Son un mec qui te laisse premier layer de rentrer. défense, d'ailleurs, c'est sa tête. Hein. Il n'hésite pas à venir mettre la tête Ouais, à la Cerudo. Ouais. c'est ça. Et il explose et voilà. Et le truc, c'est que c'est un mec très droit. Par contre, Chandler, et c'est pour ça que le match-up est très intéressant, c'est que si Chandler décide de mettre de la préhension, si Chandler décide de faire des changements de niveau, même comme Cerudo peut le faire, hein, parce que tu parles de Mhm. Cerudo, faire semblant de rentrer en lutte pour monter, puis ensuite vraiment aller en lutte, il peut faire un game plan là, très stressant sur Geji là-dessus, comme Khabib l'a fait Ouais. à son niveau à lui, mais comme Khabib l'a fait. Parce que Khabib, en fait, Geji a fait un mismatch, il a fait un no-match, clairement parce qu'il était complètement focus sur le changement de niveau de Khabib. Et si Chandler arrive à mettre sur les talons Geji, ce qui est presque infaisable, mais pour défendre la lutte, avancer et défendre quelqu'un qui vient en lutte, c'est très compliqué. Ouais. Avancer et sortir ses points, quelqu'un qui vient contrer cette inertie pour rentrer en lutte, c'est encore plus compliqué. Par contre, quand tu recules et quelqu'un rentre en lutte, c'est naturellement plus simple de défendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est un match super intéressant parce que tu as une réelle opposition dans le striking. Et au niveau de la stratégie, Geji, tu sais à quoi t'attendre. Le facteur où on ne sait pas, le point d'interrogation, c'est Chandler, qu'est-ce qu'il va amener pour le faire chier? Et je pense que il peut éventuellement venir avec la moitié de la stratégie de Khabib. Agresser sur ce changement de niveau, par exemple, lutter. Ouais. Même s'il y a du scramble et que ça marche pas au début, lutter pour vraiment mettre cette graine dans la tête à Geji. Écoute, je veux lutter, je veux t'amener à la cage, je veux travailler, je veux te mettre sur le cul. Et ensuite, commencer à travailler en haut, rentrer fort en over et travailler sur les angles. Le contraire de Khabib, qui lui, Khabib, agressé, bon, on sait déjà qu'il va rentrer en lutte, et du coup, lui, il développait son pied-point, et à un moment, Geji se dit, bon, il veut vraiment me toucher, commence à mettre des kicks, je vais commencer à monter la garde, et boum, il rentre. Là, Ouais. un peu, tu vois ce que je veux dire? Agresser Ah ouais, avec la tout à lutte. fait. Ouais, c'est marrant. C'était le dernier aspect que je voulais aborder sur le combat, c'était l'aspect lutte. D'autant plus qu'on a vu un Michael Chandler qui a une bonne capacité à prendre le dos, et on a vu que le gros défaut de Justin Gaethje, c'était pas que L'autre contre volet. Khabib, il avait déjà eu ce problème dans d'autres combats Hum. où son réflexe quand on entre en lutte, c'est de tourner son dos comme la plupart des lutteurs au final qui se sont pas bien adaptés au MMA, si je peux m'exprimer ainsi. Et ici, on pourrait justement avoir un peu cette stratégie du côté de Chandler de se dire, OK, les changements de niveau, de toute façon, ça fonctionne toujours pour lui. Il a toujours cette habitude de mettre de la pression, changer de niveau et exploser soit en pied-point, soit en lutte. Donc ça, comme tu le dis, ça perturbe défensivement l'adversaire, il sait pas trop à quoi s'attendre. Mais si en plus on a eu dans le dernier combat de Gaethje des bonnes indications que quand on engage en lutte, si on engage très bien en lutte, il y a possibilité de prendre son dos. Et donc je me demande si effectivement ça devrait pas faire partie intégrante du game plan A de Chandler de venir intégrer sa lutte directement en fait, pas le prendre en plan B en se disant ouais je vais venir, je vais voir comment ça se passe en pied-point, si ça se passe pas top, j'engage en lutte. Ça devrait faire partie de ses premières intentions. Le truc, c'est au niveau de la lutte, c'est Chandler en plus de ça. Euh, Mhm. il sait lutter en transition, il sait faire du chain wrestling. Il sait pas Khabib, parce que Khabib, il a un jeu de grappling en pression au millimètre contre la cage.
Voilà, ça va Personne pas n'est être la même Khabib en chose. même temps. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas du tout la même chose. Mais Chandler, il sait très bien. C'est un vrai, il a un vrai palmarès en lutte. C'est un vrai lutteur. Il sait très bien que s'il arrive à passer les points, il arrive à se connecter aux hanches. Comme tu as dit, Chandler, il a ce truc un peu à la Cory Sandhagen où des fois ça t'énerve parce qu'il donne son dos et qu'après, ben, il défend bien le dos. Mais Chandler, c'est un très bon grappleur. Il a ce Ouais. physique assez spécial. On Mhm. a vu Chandler, la façon dont il défend le dos contre Charles Oliveira, début de round. On s'imagine bien que savoir aussi proprement défendre le dos montre clairement que niveau offensif, il doit être très bon aussi. Ouais. Parce qu'il Donc, ouais, comprend les systèmes qui sont en place, tout c'est simplement. ça, il comprend Ouais. tout ce qui se passe. Donc, là, on est dans le technico-tactique. De toute façon, moi, je pense que Chandler a tout à gagner de faire au moins semblant. Mhm. Au moins, juste de faire des feintes au minimum, même s'il va pas vraiment dans la lutte. Mais je pense que échanger debout avec Geji, avec la capacité d'encaissement qu'a Geji, c'est un 3 rounds. Hein, 3 rounds, ouais. sur 3 rounds, sachant que Geji, quand il connecte, si Charles Oliveira t'a éteint et qu'il t'a éteint juste avant, si Geji te connecte, je pense que c'est fini la carrière. Mhm. Donc, je pense qu'il a tout à gagner d'aller chercher ses scrambles, tout à gagner d'aller tester si lui aussi, comme Khabib, il peut trouver une opportunité, à la limite de frapper, d'épuiser. Si tu grattes un round comme ça, si premier round, tu arrives à accéder aux hanches, tu l'amènes, tu le contrôles pas assez pour frapper bien. Tu n'arrives pas à aller à la soumission. Mais il reste, je sais pas, une minute, on se relève, on échange, on bouge, on tourne, et tu te dis, ah, bah tiens, j'ai quand même gagné le premier round, il en reste deux. Mhm. Eh ben, tu peux t'ajuster, te dire, bah, il y a peut-être moyen d'aller chercher une décision. Et ça va être le mental de Chandler. Par Ouais. contre, Gedji, c'est pas son mental. Gedji, il y a que contre Ferguson qu'on l'a vu rester, parce que c'est Ferguson et que c'est le boogeyman. Et puis, Mais puisqu'il il y a a que remarqué contre. aussi qu'il était peut-être incapable de le finaliser, même s'il l'a fait au final, il s'est dit, ouais, je vais me tuer à essayer de le finaliser. C'est en 5 rounds, il faut que je me calme. C'est ça, c'est Tony Ferguson. De toute façon, c'est pas la peine. Et c'est ça. Il s'est dit ça. Enfin, c'est surtout Trevor Whitman Trevor qui qui lui lui a a dit dit ça, ouais. ça, ouais. Parce que lui, je C'est la pense même qu'il se personne. dit, C'est comme tu disais tout à c'est l'heure, ça, il fait confiance en Trevor, donc c'est Trevor qui joue à la PlayStation un peu du coin de la c'est cage. ça. Parce que je pense que Gedji, tu mets pas Trevor, il va full carton pour éteindre Tony et il finit par se faire éteindre par Tony. Ouais. Euh, Parce que Tony, il va en enfer tranquillement. Hein. Il se prend clé de talon, il se prend clé de bras, il tape pas, il se relève normal. Tu as l'impression qu'il a pas de ligament. Il se relève, il boxe. Il y a il y a un problème quelque part. Non, non, là on parle le mec, il est clairement sur notre planète. Ouais. Eh ben, on va terminer le sujet par les pronostics. Alors, Ah là moi, là. j'ai toujours sur ma chaîne un truc, c'est le pronostic, quand tu le donnes, c'est très noir et blanc. Et quand on regarde du MMA depuis longtemps, on sait très très bien que la réalité, c'est que ça dépend du soir même, en général. C'est très rare en combat où on se dit, ils le font 10 fois, c'est 10 fois la même personne qui gagne, surtout à l'UFC, surtout au plus haut niveau. Donc clairement, il y a un chemin vers la victoire pour Gaethje, il y a un chemin vers la victoire pour Chandler, ça dépendra du soir. Mais quel est ton feeling? Ah, mon feeling, c'est que j'ai l'impression que le Geji qui doit battre, qui va battre Chandler, c'est le Geji euh, avant le Geji d'Eddie Alvarez et Poirier, en fait. J'ai l'impression que ce Geji stratégique, technico-tactique, euh, bah, ça va donner ce qu'on parlait avant, hein, c'est que Chandler, il va scramble, il va le Ouais. faire chier, il va faire des changements de niveau, il est plus petit, il va créer énormément d'angles, même si les déplacements de Geji sont super, il sait exactement se placer où pour mettre quel point, quel coup faut mettre. Enfin voilà, bon, après on parle du haut du panier, hein, c'est un mec qui est dans le top 10 pound for pound mondial quand même, hein, Ouais. Geji, hein, je dis pas de bêtises, je crois qu'il est dans le pound for pound, dans le top 10 ou dans le top 15 sur pound for pound, Ouais, dans le top Geji. 15 sûr, ouais. Donc, on parle quand même d'un extraterrestre. Mais j'ai le feeling que on va être un peu déçu par le combat. Et déçu parce que Chandler va arriver avec le bon game plan. Sanford, tu sais, Ouais. ils savent faire des game plans. J'en parlais tout à l'heure, Burns Thompson. Ils savent faire des game plans où
t'es sûr que le mec, il a une force, ils vont te salir le combat et allez, je vais me mouiller un peu pour le fun surtout parce que ça sera plus intéressant pour moi et je vois Chandler sur une décision. Ok. Un truc qu'on C'est, s'attend pas du tout. Tu vois. j'ai, j'ai un peu rigolé parce que ce que tu as dit, c'est exactement ma pensée. C'est un Gaethje qui vient avec un aspect trop stratégie, attendre, calculateur. Ça va jouer contre lui à cause de l'explosivité, du positionnement, des changements de niveau de Chandler. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce combat, et c'est pour ça que tous les fans aiment bien ce combat, c'est parce qu'ils sont tous les deux très forts dans des dynamiques chaotiques, où c'est un peu la guerre. Et ils sont tous les deux totalement capables de gérer un combat actif, mais calculé, dans le contrôle. Et Exactement. je pense qu'ici, clairement, dans une version calculée, contrôlée du combat, il y a un avantage Chandler. Dans une version chaotique, il y a un avantage Gaethje. Et euh, ça m'ennuie, j'aurais préféré avoir un pronostic différent du tien. Euh, allez, pour le fun, je vais dire, je vais prendre un pronostic différent du tien. Alors, je vais me dire, Trevor Whitman, il le sait, il va venir pour créer une bagarre, mais il va pas réussir à finaliser. Et on va avoir un Gaethje à la décision alors. Ouais. Mais là, tu donnes un prono, mais en gros, c'était pas ton prono de base. Ouais, mais je vais C'est m'y pas, tenir quand même. Je vais m'y tenir. C'est-à-dire que ouais, si Chandler tu vas. gagne, j'aurais eu tort. Et un petit point que je voulais préciser, parce que c'est un truc qui m'a toujours fait rire, c'est par rapport à Sanford MMA. J'ai l'impression que Henry Hooft, donc le head coach Notre là-bas, coach, ouais. Hmm. c'est un striker de base. C'est un super coach en C'est un mec du pied-point. K1. Ouais. Et tous ses plus gros combattants sont des grappleurs. C'est pas du tout dans son milieu de prédilection. Ça m'a toujours fait un peu rire ce paradoxe. Ok, on va passer au deuxième combat à analyser. Rose Namarunas, qui défend son titre dans une revanche immédiate comme elle l'a déjà fait contre Johanna. Et cette fois-ci, c'est contre Weili Zhang. Alors ici, il y a encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par un point parce que moi, je prête quand même pas mal d'attention à ça. C'est les réactions post-défaite. Et en étant totalement transparent, je suis plutôt déçu de la réaction de Weili Zhang, qui en fait n'accepte pas la défaite. Et donc, il y a beaucoup d'arguments je sais que je spécule en disant ça, mais quand tu n'acceptes pas une défaite, et que selon moi, une des raisons pour laquelle tu as perdu le premier combat, c'est parce que tu avais un peu sous-estimé ton adversaire, et que tu n'acceptes pas la défaite, tu risques de revenir avec ce même mindset où tu sous-estimes Rose Namarunas. Est-ce que tu as un peu cette même impression venant de Weili Zhang? Écoute, quand tu as dit post-fight, je savais que tu allais dire ça. Après, Willy Zhang, ouais, après, il faut remettre le mental faut remettre tout ça dans le contexte. La meuf, elle est à 20 ou 21 victoires d'affilée. Ouais, Alors, Willy Zhang, elle perd son premier combat, hein, c'est ça, elle perd que c'est son ça. premier Elle perd son combat premier combat pro, et et puis elle 21 ou tape. 22 victoires d'affilée, ouais. Voilà. Et si tu analyses bien sa carrière, attention, elle n'a pas tapé que elle a tapé quand même des filles solides. Après, c'est les femmes, on le sait. C'est compliqué de trouver du niveau, mais elle a tapé des gens solides. Et elle a dominé à Là, chaque fois. Elle a rarement été mise en difficulté avant Rose ouais, Namajunas. ouais, elle a dominé, elle a clairement, ouais, clairement dominé. Moi, sur ce combat, je la voyais gagnante. Et beaucoup de gens la voyaient gagnante. Elle Là, était fort favorite, il me semble, hein, dans ce premier ah combat. oui, là, on était. Si tu vois son résumé sur les derniers combats, Johanna, donc elle prend Johanna, bon, c'est une split, mais bon. Andrade, Tessia Torres, qui est très solide, hein. Ouais. Là, j'ai vu tourner il y a un mois. En ce moment-là, Tessia Torres, elle fait peur, hein. Enfin bref, mais Tessia Torres, très très forte, hein. Jessica Elle Aguilar. est- Ah, tu regardes, et Kunlun. Alors, Kunlun, ça a la particularité, le Kunlun, ils ont d'assez bonnes combattantes. ouais. Ils ont des bonnes combattantes. Ils ont beaucoup de filles qui sont issues Sanda. euh, exactement, merci, du Sanda, j'allais dire, hein, de la boxe chinoise, du Sanda. Donc, tu as beaucoup de filles qui ont des bons striking. Ouais. Ils sont dans le ring, ils ont une assez bonne défense de lutte et ça cogne. Enfin bref. Donc, le résumé, Weili, tu la vois gagnante, elle se voit gagnante. Il y a beaucoup de noms qui la croisent pendant la Fight Week, qui la gonflent, tu sais.
ah, t'es un monstre, nan. Et elle est un peu, j'ai l'impression, tu vois, ça, elle a pas l'habitude. Moi, j'avais analysé ça à l'époque où je m'étais dit, putain, ils l'ont mis un peu dans le jus, dans la fame, un peu dans le, tu Ouais. sais, il y avait Alors qu'elle est, pistonné. tu sens qu'elle est toute timide naturellement comme ça, hein. Elle, c'est le soldat chinois. Elle arrive, elle a une mission. C'est la première championne de l'UFC de l'histoire de la Chine. Ouais. Donc là, on parle d'un monument au niveau du MMA. C'est le monument de son sport aujourd'hui. Euh, elle est en mission. Défendre un titre, c'est très compliqué de défendre un titre. Donc ouais, la réaction, comme tu as dit, j'ai du mal avec la réaction parce que je me dis, il faut- normalement, un champion, ça sait se remettre en question. Un champion, ça sait accepter la défaite. Un champion, ça a de l'ego, ça a de l'orgueil, mais ça prend du recul. Et là, est-ce que la réaction à chaud, c'est pas parce que c'était juste à chaud? Est-ce qu'elle va arriver, elle va la sous-estimer? Eh ben, je pense qu'on a dû la gonfler. Je pense qu'on a dû lui dire, t'as pris un high kick, t'étais pas censé le prendre, t'étais censé gagner. Elle a des défaites. Là. Et je pense qu'il y a de fortes chances que, comme tu dis, tout ça pour dire ce que tu disais, confirmer ce que tu dis, il y a de fortes chances qu'elle arrive et qu'elle sous-estime encore Rosana Majunas. Ouais. Mais, mais Mais d'un point de vue style, j'ai pas envie de faire une comparaison comme ça parce que c'est pas exactement la même chose, mais on vient d'avoir un Sandhagen contre un Piotr Jan. Et j'aime bien prendre ce combat comme exemple en termes de dynamique. C'est-à-dire que on l'a vu par le passé, Rose Namarunas, extraordinaire combattante, une artiste qui a des déplacements juste avec une précision parfaite, qui pique très bien, mais ça demande un conditionnement extraordinaire. Ça demande de savoir être focus de la toute première seconde jusqu'à la toute dernière, surtout quand on rencontre quelqu'un comme Weili Zhang. Par contre, Weili Zhang, on l'a vu contre Johanna, elle est ultra durable et elle est capable d'être dangereuse jusqu'à la 25e minute et elle reste confiante, comme Piotr Jan, elle reste confiante en sa capacité de finaliser son adversaire, même à la toute dernière seconde dans le combat. Donc, tout ça pour dire que Rose Namarunas, tout le crédit lui revient. Je pense que Trevor Whitman avait vu cette ouverture sur mini feinte de low kick, petite réaction où Weili Zhang retire sa jambe avant pour offrir un peu sa tête. C'était super propre. Je pense pas que ce soit un flouk, mais je pense que Weili Zhang va quand même être plus ou moins préparé à ce genre de piège. Et si ce premier combat avec des on refait le monde prend de la durée, je pense que crescendo, le combat irait à l'avantage de Weili Zhang. Donc même sans leçon, même sans se dire, ouais, en se disant, ouais, j'ai perdu early, elle a même dit early stoppage dans ses interviews, même sans tirer de leçon et en se préparant juste bien techniquement et en termes de conditions physiques, je pense qu'elle reste un gros danger pour Rosna Marunas en termes de style, parce que je vais prendre aussi un tout dernier exemple qui est très important pour combattre contre des Cory Sandhagen, contre des Rosna Marunas, et c'est quelque chose que Weili Zhang fait extrêmement bien, les low kicks. Moi, j'ai un peu fait toute mon analyse là en fait. dès que quelqu'un se déplace, tu m'entends encore? Ouais, je t'entends encore. Ah, mais non, mais là, l'analogie, elle est presque parfaite. Cory Sandhagen, Petr Yan. Moi, le défaut, alors, comme toi, je suis d'accord, Rose Namajunas, c'est une combattante. Et Laiki qu'elle met à Willy Zhang, elle met le même à Michelle Waterson. Et de l'autre sens, je crois, avec la jambe droite. Enfin bref. Mhm. Rose Elle fait Namajunas, un step c'est. avant, elle passe en droitière et puis elle envoie sa droite. Ouais. Ouais. Elle passe en droitière, elle place la droite. Rose Namajunas, l'œuvre, c'est le chef-d'œuvre de Trevor Whitman, pour moi. Parce que Rose Namajunas, moi, où j'ai un problème avec elle, c'est là, dans sa tête. Elle, c'est une combattante. Tu sais absolument pas dans quel état psychologique elle va venir. C'est-à-dire que Ouais. soit tu peux te retrouver avec un monstre, comme tu as dit, il faut aller super focus, concentré sur tous ses déplacements. C'est de l'horlogerie suisse et ça demande une concentration. Et puis de toute façon, tu as vu quand tu as regardé Cory Sandhagen combattre hier, quand tu regardes le premier et le deuxième round, même toi, tu es concentré. Parce que tu te dis, waouh, vas-y, bouge, sors. Et ça, même toi, t'es Ça te fatigue. concentré, tu vois. Je le disais parce que j'ai commenté le combat et j'avais dit, je crois que je suis plus fatigué que d'eux. Ouais, je te jure, tu es fatigué.
Tu es Ouais. fatigué. Si tu supportes Petroyan, tu es fatigué de dire à Petroyan, vas-y, cadre, cadre, reste concentré, tout, marche sur lui. Attention, il va rentrer avec le genou. Si tu es sur Cory, tu es pareil sur les déplacements. Attention, il est en ligne, il va rentrer avec l'anglaise, Ouais. bouge. Et l'analogie, elle est bien. Et le truc, c'est qu'il y a le gros point d'interrogation. Alors, déjà, je vois, moi, Willy Zhang, pour parler tout de suite de mon analyse, je vois Willy Zhang gagnante. Je la Ok. revois gagnante. Malgré qu'elle s'est fait éteindre, je la vois gagnante. Elle a une mentalité très spéciale, Willy Zhang. Elle est hermétique à l'extérieur, Willy Zhang. Ouais. C'est une personne qui est hermétique à l'extérieur. C'est un être humain, donc elle a des sentiments comme tout le monde, mais c'est un lifestyle, une culture. euh, Elle est hermétique. C'est quelqu'un qui est dans sa petite équipe. Elle s'est coupé les cheveux. Je sais pas si c'était un truc comme pour Comme dire Rose Namajunas. voilà, ou peut-être que c'est un lapsus au niveau du coiffeur. Je sais pas ce qui s'est passé, mais non, mais elle s'est coupé les cheveux comme pour dire je suis en Saiyan 2. Je sais pas s'il y avait il y avait Ouais. un rapport, mais c'était comme si se couper les cheveux, ça voulait dire c'est le passé, je l'enlève. Elle s'est enlevé ce truc mental, c'est rien. En fait, elle est hermétique, Wally Zhang, et je pense qu'elle va arriver en mode bulldozer, en mode Mhm. Petroyan. Bouge, bouge, sois propre, c'est beau. Mais à un moment, ça va t'user. Les low kicks vont t'user. Et à un moment, je vais te toucher. Et de toute façon, je grind et je vais marquer mes points, je vais gagner. Si je t'éteins pas, je gagnerai la décision. Et Rose, en fait, Rose, tout repose, cette architecture parfaite, elle repose sur une base mentale qui doit être sans faille. Et Rose Namajunas, elle a trop dit dans les interviews, elle a trop parlé de retraite. Elle a beaucoup de problèmes psychologiques. Elle est Mhm. avec Pat Barry. Bon, ça, c'est du domaine du personnel, ça ne nous regarde pas, mais je pense que c'est un élément à ajouter parce qu'on est dans le cérébral. Pat Barry, qui est un personnage aussi très important, un personnage en lui-même déjà, mais un personnage très important dans sa vie, qui lui aussi, parce que au contraire de Willy Zhang, Rosa Majuna, c'est une éponge. C'est une éponge. Et c'est pour ça qu'elle Ouais. évite les réseaux absolument. Parce que c'est le genre de personne, elle voit trois mauvais commentaires, ça peut la travailler mentalement. Et au début de sa carrière, ça a été très dur. On la voit en larmes, j'ai envie de te dire, très souvent au début de sa carrière, Rosa Namajunas. Rosa Namajunas, c'est une personne, elle gagne un combat parfaitement, elle prend pas un coup, elle te t'ouvre en deux la fille, et elle pleure. Il lui lève la main et tu as vu, elle fond en larmes. Parce que Mhm. c'est trop. Et enfin, donc, moi, le point d'interrogation là, il me donne beaucoup de doutes parce que c'est beau. Techniquement, elle est plus forte que Willy Zhang. Techniquement, c'est. Et comme Cory Sandhagen, pour moi, l'éventail technique de Cory Sandhagen est incroyable. Il sait tout faire. Il Ouais. sait se déplacer, il sait cadrer. Il y a la distance, il y a le cardio, il y a le mental. C'est une horlogerie. Sauf que c'est une horlogerie, il faut pas. Après, Petroyan, c'est le facteur X, c'est Petroyan. Là, le facteur X, c'est le mental c'est elle-même, c'est son mental. Donc là, moi, je te redonne Weili Zhang favori. Si Rose Namajunas n'arrive pas à 100% mentalement en mode je viens. Parce que là, elle vient plus en mode je viens chercher la ceinture. Mhm. Elle vient pas, parce que c'était sa ceinture à la base, la ceinture Ouais. des poids pailles. Ouais. Elle vient récupérer sa ceinture des poids pailles que Willy Zhang possède. Là, elle a la ceinture des poids pailles. En sachant que qu'à l'arrière de sa tête, elle a que envie de se balader avec ses chiens dans les champs là-bas où ils habitent. Et Non, faire mais du c'est ça piano. son, c'est ça, c'est son mood. Son mood, c'est ça. Faut comprendre son mood pour pouvoir analyser ce facteur mental. C'est son mood. Donc, si elle arrive et qu'elle voit ce bulldozer de Willy Zhang, les cheveux courts, et tu vois, c'est ça le truc, c'est que là, c'est Willy Zhang n'est plus championne. Elle va chercher le titre. Et Ouais. Rose est la championne. Donc ça aussi, ça joue. Donc voilà. C'était très cérébral tout ce que je viens de dire, mais Mais autant c'est cérébral, autant c'est très correct. C'est un combat qui est extrêmement difficile à pronostiquer parce que effectivement, Rose Namajunas, c'est ce genre d'athlète qui peut venir et être extraordinaire et nous offrir un masterclass. Comme elle peut venir et nous décevoir au possible juste parce qu'il y a une faille mentale. Et effectivement, tu le soulignes très bien hein, parce que cette analogie est vraiment parfaite. Cory Sandhagen, il avait montré contre TJ Dillashaw et il a encore montré hier, c'est quelqu'un qui, même quand il sent que le rythme du combat commence à lui glisser entre les mains, il va essayer de le récupérer parce que mentalement, il sait qu'il est encore là. J'ai l'impression que Rose Namajunas, une fois qu'elle commence à craquer, elle risque de craquer de plus en plus et ça va être de plus en plus compliqué pour elle. Moi, j'avais un argument qui allait en son sens, évidemment, c'était la première fois où elle a pris la ceinture avec un KO au premier round. Elle a eu un rematch qu'on savait qu'il allait être difficile contre Johanna et elle l'a gagné de nouveau. Donc ici, je pense que, encore une fois, stratégiquement, mentalement, elle est capable de venir avec les armes nécessaires pour
nous resurprendre. Là, les cotes de Paris sont à égalité. Hein. Je suis allé regarder avant d'enregistrer la vidéo, c'est moins 115, moins 105, donc on est sur un pick M complet. Et je pense qu'en fait, ça tient là-dessus. La raison pour laquelle c'est un 50-50, littéralement, c'est que Rose Namajunas est meilleure techniquement. Elle devrait s'imposer. Mais les deux mais c'est son mental et le fait qu'au final, Weili Zhang, elle a un style qui est quand même fort compliqué. C'est le pire style, en fait, pour Rose Namajunas dans la division, avec Andrade. Parce qu'on a vu Andrade, elle a mis les deux fois en difficulté Rose Namajunas avec ce style bulldozer, avec ce style à pression, avec ce style je suis capable d'encaisser des coups, de continuer à avancer pour t'en mettre. Mon objectif, c'est que j'accepte, parce que tu es plus grande que moi, de prendre un coup tant que ça me permet de casser la distance pour t'en remettre un plus fort ou un de plus. Et Weili Zhang, c'est clairement quelque chose qu'elle est capable de faire. Et c'est là qu'est tout le challenge. Rose Namajunas doit faire un combat parfait pour gagner. Weili Zhang ne doit pas C'est faire le ça, combat parfait pour gagner. c'est ça. Ça résume tout. Et Willy Zhang, c'est une combattante incroyable aussi. Elle a un striking incroyable. Un Mais clinch. là, oui, non, mais et C'est le- mais ses genoux, les genoux. Oh non, c'est du. Après, moi, on n'est pas du tout en train de descendre parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais vous descendez trop Willy Zhang, on dirait c'est juste un bulldozer qui casse la distance. Non, le truc, c'est qu'en fait, Rose Namajunas, techniquement, ce qu'elle fait, et en plus, c'est une super grappleuse. Il faut voir ce qu'elle fait au niveau du grappling aussi. Techniquement, Rose Namajunas, elle est vraiment, c'est de l'horlogerie. C'est, Mhm. c'est Audemars Piguet, tu vois. C'est vraiment, donc c'est très compliqué de voir ressortir de la technique. Quand tu analyses les deux, bah, tu es obligé d'aller sur le facteur mental. Là, c'est vraiment dans la tête que ça va se jouer pour moi. Et c'est le retour du public, ça aussi, c'est un facteur. Euh, Ouais, ouais, enfin voilà. clairement, je pense que Rose Namajunas, elle aimait bien combattre sans public. Euh, ouais, je pense que nos pronostics vont se diriger dans la même direction. Et c'est vrai que il faut revenir là-dessus. Effectivement, Weili Zhang, extraordinaire athlète, elle n'a pas été championne pour rien. Vraiment, elle l'a prouvé, elle a pris la ceinture sans problème contre Andrade, elle a fait un magnifique combat contre Johanna. Là, elle va devoir se reprouver évidemment, mais je pense qu'elle va le faire. Et c'est peut-être un élément que j'aurais bien voulu notifier aussi, c'est pour moi là où il y a la plus grosse différence de niveau entre les deux, c'est au clinch et c'est à l'avantage de Weili Zhang. Rose Namajunas a toujours montré des difficultés au clinch. Contre Carolina, c'était au début. Contre Johanna, dans le deuxième combat aussi. Contre Andrade, elle a montré des difficultés au clinch. Et Weili Zhang a un extraordinaire clinch. Donc, je pense que mettre la pression pour chercher le clinch sans chercher le grappling pour autant, c'est une bonne option pour Weili Zhang. À voir. Parce que, comme tu le soulignes très bien, l'opportunisme de Rose Namajunas en grappling est super dangereux pour quiconque. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu fais bien de soulever ce point. On n'en avait pas trop parlé du clinch. Moi, alors, là où j'ai vraiment kiffé complet Willy Zhang, c'est quand je l'ai vu le clinch contre Jessica Andrade. Mais ouais, franchement, elle a défoncé Jessica. Le mot, c'est ça. Elle a C'est-à-dire que violé. Jessica Andrade, voilà. Jessica Andrade, c'est un bulldozer. C'est un bœuf, elle arrive, elle a des trapèzes, elle a un corps, c'est José Aldo, tu vois, en fil, avec tout mon respect, hein, Ouais. bien sûr. C'est une athlète, mais c'est son style. En plus, comment C'est elle a mis José KO Aldo Rose. et John Lineker qui ont fait un enfant, et C'est c'est Jessica c'est ça. Andrade. Et elle arrive, elle te slam Rose, elle gagne sur un slam, tu vois. Enfin voilà, vous avez compris le personnage. Je parle de ça parce que nous, on le sait, mais il y a des gens qui n'ont pas vu ce combat. Donc, et qui ne connaissent peut-être pas jusqu'à Andrade. Donc, petite brésilienne, tassée, très costaud, et elle a pris Rose Namajunas, elle l'a éclatée dans le sol alors qu'elle perdait complètement le combat, et elle a gagné, championne. Euh, faut savoir que Willy Zhang, elle a pris dans les mains Jessica Andrade, euh, elle, elle lui a mis genou, 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 droit, genou, elle l'a détruit. C'était comme, pas du Senchai parce que c'est trop fimeux, c'est trop technique, mais c'était du Boaco Ouais, au K1 World GP. énervé. C'était abusé, elle l'a détruit. Quand j'ai vu ça, je dis, wow, mais elle tape. En fait, le réflexe que j'ai eu, je me suis dit, elle tape comme un bonhomme. Alors que ça ne veut pas forcément dire quelque chose, tu vois, c'est un peu Ouais. misogyne, hein. Mais je me suis dit, wow, elle tape comme un bonhomme. En voulant dire, elle tape
j'ai l'impression qu'elle tape aussi fort qu'un mec, quoi. Elle tape, c'est Ouais, abusé comme elle cogne. Elle la détruit et elle est féroce. Elle, quand elle ouais, c'est voit du ça. Ouais. sang, elle est Elle est féroce vicieuse. elle est, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une analogie quand même avec Petroyan quand tu regardes. Il y a des points Ouais. communs, même si il y a un jeu plus en kickboxing, plus avec les jambes, tout douelly. Mais il y a une analogie dans le fait de chasser avec le gros cardio. Euh, après, c'est pas vraiment une slow starter, mais ouais, il y a une belle analogie. Ouais. Ok, ben on passe rapidement au prono. Je vais prendre les devants parce que c'est toi qui as pris les devants sur le premier. Euh, Moi, je vois bien un finish de Weili Zhang tard dans le combat, dans le quatrième. Un TKO. Ouais, un give up. Un give Ouais, c'est up ça. ou Oh, ouais. ouais, enfin, ouais, le mental y est plus du côté de Rosna Marunas et Weili Zhang en profite complètement dans le dernier round. Un peu comme Andrade, au clinch, ultra agressif, ultra vicieux et puis un finish un peu comme John Jones contre Shogun Rua. À la cage Ouais. avec et d'ailleurs on a le tapote hein, Ouais. de Shogun Rua donc c'est peut-être une bonne analogie de dire ça. Ouais. Et ça me fait Ouais. mal au cœur de dire ça parce que Rosna Marunas je la surkiffe hein. Ouais, ouais, elle est très très forte. Mais ouais, j'ai le même prono que toi. Je vois Welly reprendre sa ceinture. Pareil, pareil. En fait, on a le même prono. Je vois Rose craquer. Peut-être sur un grand pound à un moment. Je sais pas. Ouais, même pas. Ouais, c'est pareil. Un petit KO. Je la vois craquer. Quatrième, cinquième aussi. Donc, on a le même prono. Ouais. Au Kunlun d'ailleurs Weili Zhang elle avait un grand endpoint qui était ultra agressif fort axé sur les coups de coude donc Elle a des trucs. Elle a les hanches solides, hein. ouais Elle a des hanches Welly. Tu la bouges pas. Ouais. ouais c'est un bloc. Ok, eh ben on va passer au main event. Ousmane qui défend son titre contre Covington, qui a été son plus gros challenge de sa carrière récente en tout cas. Par quoi commencer? On va commencer par la scorecard, selon toi, à l'entrée du cinquième round de leur premier combat. Parce que il y a des T'es grosses un discussions. malin. T'es un malin. Ah, t'es trop malin. Ah non. Ah non. Ah, tu me prends au dépourvu là. Ah là là, toi tu veux vraiment que je m'embrouille avec les gens. Ah, la scorecard à l'entrée du cinquième, 2-2. 2-2. Voilà. Tu prends pas de risque. Là, je prends pas de risque. Je vais pas dire 3-1 parce que j'ai revu le combat. Le combat, je l'ai vu genre 5 fois, tu vois. Ouais. Je vais pas dire 3-1. Quand tu regardes, tu sais, cette réputation de coussin à la place des points que Colby a, c'est vrai, quand tu regardes, il a le volume, il a les combinaisons, mais Ousmane, il fait mal. Ouais. Déjà à l'époque, il faisait mal déjà. Donc, je vais dire 2-2 à l'entrée du cinquième. Et puis sur les synchrones, ils aiment bien les juges faire un 2-2 quand le combat est serré, tu vois. Ouais. Mais là, les trois juges étaient en désaccord, hein. On en avait un qui était à 2-2, un qui était à 3-1 pour Ousmane et un qui était à 3-1 pour Ouais, Covington. pour Colby, ouais, incroyable. Ouais. Ouais. Moi, je donne. Ah, j'ai fait un tweet là-dessus et j'ai eu une semaine compliquée, donc je me souviens même plus ce que j'avais donné. Je crois que j'avais dit que le 2-2 est complètement justifié. Le 3-1 pour Colby, je le comprends aussi. Par contre, le 3-1 pour Ousmane, je le comprenais pas. Je comprends pas. Donc clairement, quand on regarde ce premier combat, on peut imaginer Colby prendre sa revanche. Et le seul argument qu'on voit vraiment en se disant non, Ousmane va de nouveau gagner, c'est parce qu'on a vu Ousmane être actif depuis et on l'a vu progresser. L'inconnu de ce combat, c'est à quel point est-ce que Colby a progressé dans l'ombre. Ouais. C'est une question que tu me poses du coup? Ouais, c'est pas vraiment une question, mais je te laisse prendre la parole sur ça. Alors, moi, mon avis, personnellement, c'est mon avis, les gars, vous énervez pas, c'est juste mon avis. Mon avis est que je trouve pas. Donc, les gens s'enflamment beaucoup sur l'évolution de Kamaru Usman. Et de toute façon, c'est le public MMA et je me mets complètement dedans. Nous, c'est pas un public de natation. Donc, on est tout le temps dans les abus. On est soit on abuse, soit tu vois, voilà, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de réflexion, Il on n'y a est pas dans de le grille, c'est que total. blanc et noir. J'essaye un maximum, les gars, sur ce combat de pas être dans le subjectif. Les gens savent, les quelques personnes qui regardent ma chaîne et qui me connaissent, ils savent que j'aime bien Colby. Ouais, C'est indéniable, j'aime bien ce combattant.
En fait, j'ai pas particulièrement d'affinité avec sa personnalité, avec les valeurs qu'il défend. Et j'ai pas personnellement, je le trouve pas ouf comme combattant. Enfin voilà, c'est pas son style particulièrement qui m'intéresse. Ce que j'aime, ce qui m'attire chez un combattant, avant tout, ce qui va m'attirer, qui va m'entertainer, bah, c'est un combattant qui est mainstream, qui entertain en fait. C'est un combattant. Ça peut être des combattants qui ne parlent pas, qui sont très respectueux, qui ne parlent pas. Il y en a et qui vont m'intéresser. Shavkat Rakhmonov, il Ouais. fait aucun bruit et ben, il m'entertain, tu vois, parce qu'il amène un truc. Il y a un truc qui est du domaine de, c'est bizarre, c'est pas Il est, normal, tu vois, il est pas de textbook. du tout. Et puis tu le Voilà. vois, tu te dis, il est mou et puis il est létal. Et il y a des combattants comme ça. Et ben Colby, je l'aime bien parce qu'il fout la merde en fait. Je l'aime bien parce qu'il fout la merde et il fout la merde, mais il tient parole. Il a une grande gueule, mais il assume. Il assume et c'est un très bon combattant. Et bon, bref, je reviens sur Ousmane, parce que là, je défendais pourquoi j'aimais bien ce combattant, mais je reviens sur Ousmane. Ousmane, pourquoi les gens disent qu'il a évolué de dingue? Il a évolué de dingue parce qu'il est passé du mec qui faisait des foot stomps, donc qu'il écrasait le pied de ses adversaires avec le talon, parce que ça, il le fait plus, contre la cage, qui salissait les combats et qui gagnait. Bon, après, c'est un très bon lutteur. Qui gagnait des Extraordinaire. décisions. Les gens, il était ennuyant pour les gens, Ousmane, faut le dire. Hein. Euh, Jusqu'à sa victoire contre sa première victoire contre Masvidal, les gens le considéraient encore comme ennuyant. Jusqu'à sa première victoire, exactement, les gens le trouvaient ennuyant. Il avait Sa un victoire style contre ennuyant. Woodley, tout le monde l'a critiqué alors que c'était une incroyable domination. Jamais personne n'avait fait ça à Woodley. Techniquement, Il a fait ça à faisait peur. Woodley, C'était effrayant pour le reste de la division de voir ça. c'est clair. Il a fait à Et donc, Woodley. voilà. Ouais, excuse-moi, tu coupé la parole, vas-y. Pas de problème. C'est juste depuis ces trois derniers combats où il finalise avec des KO impressionnants que on s'exalte un peu plus sur lui, alors qu'il a toujours eu cette compétence complètement élite de la division. C'est ça. Alors, Kamaru Usman, on le sait, il a toujours eu un bon jab. Ouais. Kamaru Usman, il a 1m92 ou 1m93 d'allonge, ce qui est tentaculaire pour sa taille. Il fait quoi, 1m82, 83, il a des très longs bras. Ouais. Donc, naturellement, il a travaillé son jab, il engage bien, il a un bon jab, il a un bon bras arrière. Mais Kamaru Usman, il a toujours dominé avec son catch control et sa lutte. Et ben, du coup, il arrive jusqu'au en haut de la division en faisant du catch control, de la lutte. Mais comment il a amené les mecs à la cage? Il a amené les mecs à la cage parce qu'il avait ce jab autoritaire. Ouais. Tu vois, ce jab autoritaire, c'est que tu t'essaies de prendre des décisions, mais pendant que tu es en train de réfléchir, boum, tu as une enclume qui vient te dire réfléchis pas, recule, tais-toi. Il a amené comme ça les mecs à la cage. C'est un mec qui lutte avec la cage. Ouais. Même si, bien sûr, il a la capacité de faire des takedowns au milieu, mais Non, euh, son plus beau travail en lutte, c'est clairement à la cage, en chaîne d'ailleurs. exactement. Mais moi, au niveau technique, au niveau de la palette technique, il a rien apporté de plus. Moi, Ousmane, je l'ai pas vu mettre. Ouais, il a mis 3-4 middle dans ses derniers combats en plus. C'est pas un mec qui a développé des hanches de kickboxer où il met des low kicks, des side kicks, des oblique kicks, où il monte sa jambe en high kick. Il a toujours ce très bon jab. Il est devenu, grâce à Trevor Whitman, plus patient, Ouais. plus dans le technico-tactique pour aller Mm. chercher les finitions. Il a affronté, depuis Colby Covington, Jorge Masvidal, qui est, comme Colby aime le rappeler, et il n'a pas tort de le rappeler, parce que Ousmane est un gros welter, un beau welterweight, on va dire, il met la barre haute, un gros welterweight, même s'il n'a pas des grosses jambes, il a quand même un sacré gab. Jorge Masvidal, ça reste un 70 kilos Ouais. à la base. Il a battu Gilbert Burns, qu'il connaissait très bien, qu'il l'a touché, qu'il l'a presque Qui l'a mis en knockdown au difficulté pied dans le rouge, premier round, ouais. qu'il l'a mis en difficulté et qui est aussi à la base un 70 kilos, même si c'est comme Kakarot, il dit la morphologie marocaine de Blédard, Histok. C'est le blé, on sait nous que Gilbert Burns il est marocain en vrai. Mais bon, c'est les deux mecs là, c'est des 70 kilos. Déjà, Ouais. on peut dire ce qu'on veut, mais il y a 7 kilos d'écart entre les deux KT. C'est Mhm. la taille d'un cutting. C'est 10%, ouais. Euh, c'est énorme. Et c'est déjà le premier facteur à prendre. Colby, ça a toujours été un welterweight. Mhm. Un vrai welterweight, il est pas big. Il est pas big. C'est un welterweight normal, on va dire. Voilà. On va dire qu'il est dans la moyenne. Il y a déjà ce premier facteur. Et
on parlait tu me demandais Ousmane, est-ce que techniquement, moi je vois pas, il a pas tant évolué techniquement. Le juste, ce qu'il a en plus, c'est qu'il a un chef d'orchestre derrière lui qui est méticuleux. Il a appris à lui faire confiance et du coup, il en tire le meilleur de Ousmane. Ouais. Donc lui, il est meilleur qu'Amar Ousmane, mais techniquement, il n'a pas évolué. Et je pense même qu'il est devenu un peu meilleur boxeur et qu'il a forcément perdu du coup un peu d'explosivité en lutte parce qu'il est plus sur ses hanches, sur ses appuis. Il a peut-être perdu. De toute façon, c'est simple, tu as 24 heures dans une journée. Si tu évolues en anglaise, tu vas forcément arriver moins bon, peut-être pas moins bon, mais tu comprends ce que je veux dire. L'évolution Oui, en lutte, en tout si cas, tu maximises ta progression dans un aspect du jeu, tu vas d'office détériorer. Enfin, exactement. détériorer, c'est un grand mot, mais tu vas moins progresser dans les autres aspects. C'est une Surtout à ce question niveau. de voilà. C'est une discussion que j'aime beaucoup avoir, c'est qu'effectivement, en tant qu'athlète, tu as toujours des limites. Tu as une limite de temps, tu as une limite d'énergie, tu as une limite d'accès à la connaissance, les coachs, etc. Tu as une limite de matériel. Et quand tu arrives et que tu mets un pied dans une salle d'entraînement, tu dois prendre tous ces critères en considération pour te dire comment est-ce qu'en 1 heure, je peux en tirer le maximum. Et donc clairement, quand tu arrives chez Trevor Whitman, tu sais que tu vas maximiser ton amélioration sur le plan stratégique et beaucoup sur le plan pied-point. Et tu vas un peu plus délaisser tout ce qui est lié au grappling et à la lutte. Je pense que c'est assez clair et net. Moi, je t'ai coupé, donc je sais pas si tu avais encore une réflexion à terminer avant que je Sur la continue. technique, non. Sur la technique, non. Sur la Ouais, technique doucement. ouais, parce que alors moi, Ousmane, je trouve que il exploite effectivement mieux son jab. Il a toujours eu un bon jab, comme tu le dis, mais je pense qu'il a un meilleur timing, un meilleur positionnement pour l'envoyer. Excuse- Et Excuse-moi, j'ai eu un appel. pas de problème, pas de problème. J'ai cru que je t'avais perdu. Donc je disais il a un meilleur timing, un meilleur positionnement sur son jab, mais là où il s'est vraiment amélioré selon moi, c'est sur les déplacements en cage et sa capacité à maintenir une pression. Chose qu'avant on le voyait pas. Comme tu disais avant, il devait utiliser son jab pour pousser l'adversaire. Une fois que l'adversaire était contre la cage, il venait coller à la cage. Maintenant, il a plus besoin d'utiliser autant ce jab pour pousser à la cage. Il a une pression de prestance, j'ai envie de dire. Il fait peur de par son allonge, de par son gabarit, je pense et de par l'image qu'il rejette, ce qui lui permet de plus facilement mettre de la pression. Avec Trevor Whitman derrière lui, il comprend beaucoup mieux comment couper les angles et comment arrêter de chasser et perdre du temps avec ça, et donc être plus économe en termes d'énergie, et ça lui permet de mieux exploiter son jab qui était déjà bien, parce que maintenant, son adversaire est contre la cage, il s'est plus désengagé. D'ailleurs, on l'a vu, sa performance contre Gilbert Burns, c'était à base de jab, mais pour les placer, c'était à base de positionnement en cage que ça a fait la différence. Donc moi, c'est surtout là-dessus que je vois une évolution. Et c'est pour ça que j'ai pas l'impression que dans ce deuxième combat, dans cette revanche contre Colby, j'ai pas l'impression que ça va tant jouer que ça à son avantage pour une bonne et simple raison. J'ai toujours comparé Ousmane à Georges Saint-Pierre dans l'approche du MMA. Donc leur approche, c'est je fais en sorte d'être très très bon dans tous les domaines pour m'assurer d'être au moins meilleur dans un domaine que mon adversaire et d'être capable de l'amener dans ce domaine-là. Donc si je considère que je suis meilleur en lutte que mon adversaire, je vais chercher à le lutter. Si je considère que je suis meilleur en pied-point que mon adversaire, je vais chercher à rester debout et à échanger en pied-point. Le problème, c'est que Colby Covington est le seul gars dans la division contre lequel il n'est pas extrêmement meilleur dans un domaine. Donc stratégiquement, il est un peu coincé. Il est obligé de sélectionner un domaine et de faire pile ou face, comme ils l'ont fait dans le premier combat. Ils ont l'un comme l'autre décidé de ne pas lutter. On ne connaît pas les raisons. Est-ce que c'est de peur de se faire contrer, de se trouver en bottom position, ou c'est parce qu'ils avaient un excès de confiance de pouvoir s'imposer en pied-point contre l'autre? Et donc ici, Kamaru Usman, c'est un des rares combats où il doit un peu il ne sait pas imposer une stratégie, il ne sait pas imposer un endroit où il est plus à l'aise, et donc il va devoir s'imposer là où le combat reste, ce qui probablement sera en pied-point. On va peut-être discuter de ce que tu penses par rapport à initier en lutte l'un comme l'autre, qui ce serait dans l'intérêt de qui? Est-ce que l'un devrait le faire ou pas? Mais d'ailleurs, c'est peut-être la question, c'est peut-être le moment opportun de poser cette question. Il n'y a pas eu de lutte du tout dans le premier combat. Est-ce que tu penses que dans le deuxième, c'est dans l'intérêt de l'un ou l'autre de venir avec un peu cette stratégie de venir titiller la lutte ou venir carrément essayer de s'imposer en lutte? De Kamaru Usman, non.
Et on le sait, tu le sais, je pense. Mhm. Mais non, je pense que ça serait bête. Je pense que physiquement, Ousmane, il est au-dessus. Euh, de Colby, c'est le point d'interrogation. Colby, il parle beaucoup de son prof de jiu-jitsu brésilien. Il en parle beaucoup, qui fait beaucoup de grappling, nanana. Mais il est très malin, Colby Covington. C'est un fourbe. Il est malin. Et moi, je pense que, en fait, je pense qu'il devrait reproduire le même combat, Mhm. mais en mieux. Ça veut dire que amener Kamaru Usman dans le dur. Kamaru Usman, je fais une parenthèse parce que c'est pour l'analyse là, mais je fais une petite parenthèse. Kamaru Usman, pour moi, j'ai ma petite théorie. J'ai écouté beaucoup d'interviews de lui et très brièvement, il parle du fait qu'il a beaucoup de blessures. Très brièvement, il parle du fait que au Sanford, ça se part trop fort. Il y a trop de sparring et ça sparring trop fort et que les mecs ont trop faim. Kamaru Usman, il donnait même des cours au Sanford, il donnait le cours professionnel, donc avec que des monstres. Euh, il donnait des fois le cours en lutte, il donnait le cours des fois en MMA, les contrôles, enfin bref. Et en sparring, t'as que des dalleux. Donc j'ai ma petite théorie. Il est parti chez Trevor Whitman déjà parce qu'il l'a dit. Il a dit je voulais que l'entraîneur soit plus ait plus de temps Sur à moi. m'accorder. Ouais. Voilà, plus sur moi. Parce qu'Henri Hooft, il a trop de champions. Il peut pas mettre trop de temps. Et ça se part trop, il l'a dit. Et son corps a des blessures. Donc pour moi, il est parti chez Henri Hooft aussi parce qu'il avait besoin, à un moment de sa carrière, parce que c'est plus la fin que le début, déjà d'arrêter de se blesser, d'arrêter d'avoir des dalleux qui ont faim, qui veulent te faire mal. Et en plus, il y a des gros gabarits là-bas. Et enfin, il y a même Chandler, il y a Burns. Enfin, il y a du monde. Hein, pour ne citer que, il y a un champion du One, double champion du One. Enfin, il y a des tueurs là-bas. Mais il a quitté Stanford parce que le corps est bousillé. Il a le corps Mhm. bousillé, Ousmane. Et je pense que Colby, il faut pas qu'il lutte. Parce qu'Ousmane, niveau défensif en lutte, bah, il est à 100%. Ouais. C'est le meilleur défensivement. Il y a que Demian Maia qui lui a fait poser une main au sol une seconde sur un scramble. On parle de Demian Maia. Et je pense pas. Parce qu'en fait, Ousmane, ça l'épuise pas de défendre en lutte. Même si là, il a fait un camp complet à faire des pattes d'ours, tu l'épuiseras pas. Parce que Non. c'est très technique. Il a des hanches très solides. Et je pense que c'est une très mauvaise idée. Et je pense que Colby, c'est un très bon lutteur, mais quand tu défends, il peut user des piles aussi. Je Ouais. pense que Colby, pour répondre à ta question, je pense qu'aucun des deux n'a gagné de faire de la lutte. Ouais. Après, je peux complètement me tromper et être à côté de la plaque. Et je pense que Colby doit refaire le même combat en mieux. Et Ousmane avec, en fait. Enfin, Ousmane refaire le même combat, non, parce qu'il a pris beaucoup de coups. Les deux, en fait, doivent rester sur la même stratégie de faire reculer l'autre, imposer son striking et éviter la lutte. Parce que Ouais. si ça rate, pour celui qui fait le premier pas, si ça rate, si Colby, par exemple, commence à lutter et que ça marche pas, il insiste et qu'il s'enferme dans cette stratégie, il perd le combat, on le sait, direct. Mhm. Si Ousmane arrive sur une stratégie aussi comme ça, il perd le combat, on le sait. Colby, c'est un bon. Ce que je rajoute au niveau préhension de Colby sur Ousmane, c'est que c'est un bon grappleur. Colby, il a la capacité de venir en front headlock, de sprawler et de passer vite dans le dos, de prendre le dos, d'étrangler. Il a la capacité de guillotiner. Attention, Ousmane, c'est pas son cas. Ousmane, c'est pas le mec qui va rentrer deep dans le grappling. Ouais. Donc, je pense que des deux côtés, il faut pas que ça lutte. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'avais juste une petite théorie par rapport à ça, c'est si le combat commence à partir à l'avantage de l'adversaire, en fin de deuxième round, pourquoi pas venir tester la lutte juste pour voir s'il y a une ouverture à ce niveau-là. Si tu vas lutter à 30 secondes de la fin, tu prends pas tellement de risques que ça. Si l'autre défend, si l'autre scramble et prend une position de contrôle, au moins tu sais que bah, tu dois pas aller chercher ça dans le troisième round. Et en plus, tu pourrais éventuellement feinter en pied-point. Grâce à ça, on en parlait avec Chandler contre Gatch. De temps en temps, tu dois pas lutter pour lutter, mais tu peux lutter pour créer des ouvertures en pied-point. Et là, clairement, le premier combat, c'était du kickboxing en MMA. Et rajouter cette petite dynamique de fin de changement de niveau, ça peut créer des petites ouvertures. Et donc, je trouve ça relativement intéressant. Maintenant, je crois qu'on va terminer là-dessus parce que c'est au final le point le plus important de ce combat. Tu parles
et je te rejoins complètement là-dessus. Pour moi aussi, les deux doivent venir avec cette même mentalité, stratégie, mais il y a des adaptations à faire de part et d'autre parce que le combat était très très serré. Et même si tu donnes 2-2 ou 3, enfin, disons, je crois que 70, 70%, pardon, je suis avec des Français ici. Je pense que 70% du public donne 2-2 à l'entrée du cinquième round. Jusqu'à 1 minute 45 restante, c'est Colby qui s'impose dans le cinquième round. C'est Colby qui prend la main mise de ce round. Encore une fois, avec des si, on refait le monde, mais si les dernières 100 secondes du cinquième round sont comme les premières 3 minutes et demie, c'est Colby qui gagne la ceinture. Après, Donc, même si Ousmane a gagné, il a des grosses adaptations à faire. Parlons de ces adaptations. D'abord, quelles adaptations, selon toi, sont intéressantes du côté du challenger, de Covington? bah, les adaptations du côté Covington, c'est les déplacements. Il faut qu'il règle ses déplacements. Parce que c'est une analyse à 2 francs 50. Mais un mec qui est plus long que toi, plus puissant que toi, et qui, sa force, c'est son jab, tu peux pas travailler en ligne sur lui. Mhm. Colby, il crée des angles quand il met des low kicks et des middle. Je sais pas, il Ouais. fait tu vois, il fait son petit déplacement, il arrive à rentrer middle, high kick. Il frappe pas très fort, Colby. Mais c'est ses déplacements. Si Colby, il arrive à sortir, à rentrer, mettre son volume, ses combinaisons, et après, il y a le facteur mental, mais c'est autre chose. Et, moi, je vois surtout les déplacements sur Colby. Après, sur Ousmane, Ousmane, il a déjà fait l'adaptation. Tu en parlais tout à l'heure, les déplacements. Ouais. Parce qu'il faut qu'il enferme Colby pour l'empêcher de développer ses enchaînements. Il faut qu'il casse le rythme. En fait, c'est une question de timing aussi. Et ça, il sait le faire, Trevor Whitman. Et Rose, elle sait bien le faire. Rose, en fait, quand tu te déplaces, elle attend pas que tu te poses sur tes pieds. Parce que tu sais, on a ce réflexe en pied-point, c'est que tu es en train de te déplacer autour de moi et j'attends que tu t'arrêtes pour te frapper. Ouais, Alors que le timing, c'est de te frapper avant que tu t'arrêtes. Tu te c'est ça. déplaces et bam, je te Je le coupe. dis tout le temps, c'est viser là où tu seras, pas viser là où tu es. C'est ça. Et boum. Et les gens ils attendent et hop. Sauf que moi, quand je me pose sur mes appuis, je sais déjà ce que je vais faire. Et donc, travailler ça, ce qui travaille déjà avec Trevor Whitman et qui doit être en train de bosser, empêcher Colby de rentrer dans son rythme et Mhm. Colby travailler ses déplacements. Ouais. Moi, il y a un truc aussi. Je suis allé voir les stats la semaine passée du premier combat. La grosse différence, statistiquement, hein, je parle évidemment, les chiffres, ça veut tout dire et ça veut rien dire, mais je pense que ça a son importance. La grosse différence entre les deux dans le premier combat, c'est que Ousmane travaillait vraiment sur les trois niveaux. Il attaquait la jambe, il attaquait le corps énormément, il attaquait la tête. Colby s'est positionné en tant que headhunter, comme on dit, il chassait beaucoup plus la tête, et pourtant, le peu de fois où il attaquait le corps et le peu de fois où il attaquait les jambes, il a une précision qui dépasse les 80%. Donc je pense aussi qu'une petite adaptation qui peut être vraiment nécessaire pour lui, c'est changer les niveaux sur ses attaques, les body shots, surtout les body shots avec sa jambe arrière, les low kicks arrière sur les jabs, c'est magnifique comme arme, et alors quand il faisait très très bien ce double jab où il se déplace sur l'extérieur et il venait chercher la tête avec son cross arrière ou son crochet arrière, chercher le plexus à ce moment-là. Moi, j'y crois. Et je pense que ça peut faire des sacrés dégâts. Donc ça, c'est la vraie adaptation du côté de Colby Covington. Du côté de Ousmane, il a commencé à capitaliser sur ses front kicks à partir du troisième round et ça sapait un peu l'énergie de Colby. Et je pense que au-delà des déplacements, comme tu viens de citer, de la pression, etc., c'est une arme qui devrait exploiter davantage dans le deuxième combat. C'est vraiment maintenir cette distance, mais pas seulement avec son jab, parce que sinon, Colby va commencer à anticiper ça et trouver des solutions pour contrer le jab. Il doit utiliser son front kick aussi pour maintenir cette distance, et c'est dans son avantage de garder ça à distance de bras tendu. Ouais, d'accord, complètement. Et je rajoute une parenthèse, un truc on n'en a pas parlé encore. Il y a l'expérience de Ousmane qui est venue au moment où il était touché au corps, qui est venu dire on m'a touché dans les parties pour C'est prendre dans du le deuxième repos. round, ça, hein? C'est Ouais. un facteur quand même qu'il faut en parler. C'est l'expérience. On peut pas utiliser le mot triche. C'est pas de la triche parce que l'arbitre ne l'a pas vu. Ouais. Donc c'est de l'expérience et ça a marché. Colby s'en est plein et quand tu regardes les ralentis, tu le vois clairement. Je crois que c'est plein foie
qu'il est touché Ouais. et qui dit il m'a touché, les parties. Très intelligent de la part d'Ousmane et je pense que c'est pas la première fois que ça s'est produit dans sa carrière parce qu'il a eu le réflexe immédiat. Il y a l'IPOC. Ouais. Donc il y a deux moments où, on va pas dire cheated, on va dire deux moments où il y a l'expérience. Il y a plein de facteurs. Et le dernier truc que je voudrais dire sur ce premier combat, parler de ce premier combat, c'est que Colby, pour moi, il arrivait, comme tu as dit, il était en mode, il chassait la tête. Il arrivait avec un mauvais game plan. Mhm. Je trouve qu'il est arrivé, Ousmane, il est arrivé déjà avec une bonne stratégie. Il est arrivé avec un bon game plan, travailler au corps sur un mec qui a un gros cardio et un gros mental et qui quitte de pace tout le combat et qui te fait galérer. Donc, Colby, il est arrivé avec un sale game plan, il a changé d'équipe, il a changé d'entraîneur. Enfin, voilà. Donc, on va avoir un nouveau Colby. S'il a la bonne stratégie, ça va être très dur pour Ousmane, je Ouais. pense. J'ai bien aimé de faire cette réflexion par rapport au high poke, par rapport au fait qui m'a touché l'entrejambe, parce que un de mes analystes préférés, Jack Slack, je sais pas si tu connais, Ouais, ouais. euh, il parle souvent de ça. Lui, il considère ça comme le mindset du champion, c'est-à-dire la volonté de gagner à tout prix. C'est une façon de le dire. Alors oui, on peut dire c'est de la triche, etc. Mais il y a tellement de combattants qui font ça. Anderson Silva qui tire le short de Chael Sonnen au sol, c'est ça. On a eu plusieurs moments de José Aldo aussi qui fait des conneries dans le genre. On a les coups de boule de Henry Cejudo qu'on appelle la mexicaine. Donc c'est un peu cette volonté de gagner à tout prix, peu importe les règles, en jouant sur la limite des règles. McGregor aussi, il est connu pour ce genre de choses. Et, euh, et ouais, effectivement, ça montre un mindset, ça montre vraiment cette volonté de gagner par tous les moyens qui existent, quitte à ce que ce soit un peu borderline, critiquable, parce qu'au final, vaut mieux, enfin, c'est comme la main de Dieu au foot avec Maradona, vaut Maradona. mieux devenir champion du monde en trichant un peu que perdre l'opportunité de gagner ta Coupe du Monde, quoi. Donc ouais, c'est intéressant de souligner ça. Eh ben, s'il n'y a plus rien à dire de ton côté, c'est un peu la même chose de mon côté. Du coup, on va passer au pronostic. Bah, pronostic. Pronostic, je vois Colby à la décision. Ousmane est très dur à déstabiliser mentalement. Et je pense que Colby Covington, c'est le seul mec qui peut le déstabiliser mentalement. Mhm. Et je pense que Ousmane, sa force, avant tout, et c'est ce qui a fait que c'est un très bon combattant, c'est ce qui a fait que c'est le numéro un pound for pound actuel, c'est que c'est un gros compétiteur. Ouais, C'est pas un combattant dans l'âme à la Robbie Lawler, tu vois. c'est pas C'est pas un un mec, martial, c'est pas voilà, c'est ouais. pas un mec qui kiffe, il va, waouh, c'est pas un Robbie Lawler ou un Diaz, mais c'est un gros compétiteur. Et il a transféré ce mindset de compétiteur de la lutte au MMA. Il a compris Mhm. qu'il pouvait gagner sa vie avec, il a compris qu'il était bon, enfin bref. Et il va refaire face à un mec qui lui a prouvé, parce qu'il l'a amené deep dans le combat, il était dur ce combat, qui lui a prouvé qu'il était lui aussi un énorme compétiteur. Et on parle d'un mec qui tournait au niveau en lutte. Euh, En l'occurrence, il a sur le papier, Colby, il a un beau palmarès en lutte, meilleur que celui d'Ousmane. Et en fait, c'est ça, c'est le mental va jouer beaucoup. Et je pense que Ousmane, ça va être très compliqué de pas être déstabilisé parce que c'est quelqu'un d'assez émotif. Mhm. Il est émotif, Ousmane. On l'a vu contre Burns. Il se retient durement de pas pleurer quand il Ouais, finit Burns. ouais. Parce que après, on peut le comprendre, mais il se retient vraiment, vraiment de pas pleurer. Il se fait toucher au premier round. Je veux dire, si Burns n'était pas du Sandford, je ne sais même pas s'il se serait fait vraiment toucher. Il rentre très durement dans son combat. Et je pense que Colby il a ce facteur mental où il en a rien à foutre, en fait. Mhm. Colby, c'est un compétiteur dans l'âme. Et on peut dire ce qu'on veut de lui, il a une personnalité spéciale, on peut le détester. Euh, il vient vraiment pour gagner. Ouais. Il parle jamais d'argent, c'est rare. Il loue des filles sur Insta, il loue des call girls pour faire parler, faire chier. Il est toujours avec sa canette de Bang Energy, que j'ai goûté d'ailleurs, qui c'est dégueu, mais vraiment dégueulasse en plus. Il est toujours là, voilà. Mais avant tout, c'est un compétiteur et il vient vraiment pour gagner, tu vois. Ouais. Donc, je vois Colby à la décision. Euh, Ça va être un combat. Je pense que ça va être encore une guerre. Je vois pas un truc genre Ousmane l'éteint, tu vois. Je vois Non. pas Colby se faire éteindre.
Je vois une décision et je vois une décision en mode Colby est plus amoché, mais il gagne. Ouais. En mode victoire, voilà, il est plus amoché qu'Ousmane. Il y a peut-être une split, mais je vois Colby. Voilà. Eh ben, écoute, on se partage le même pronostic pour finir ce premier crossover. Moi, il y a deux raisons pour lesquelles je vais donner cette décision à Colby Covington. La première, c'est très simple. On a parlé de l'évolution de Ousmane. On a parlé du peu d'adaptation qu'il peut faire dans ce combat. Je pense que Colby Covington a plus d'adaptation à faire et qui va les faire. Et que ça risque de surprendre à la fois Ousmane et Trevor Whitman. Et Whitman, ouais. je déteste pronostiquer contre Trevor Whitman parce que pour moi, ce mec est un génie. Mais j'ai l'impression que Colby va vraiment surprendre à ce niveau-là. Et la deuxième chose, et je pense que tu risques de peut-être aimer ou pas du tout, en fait, je sais pas ce que je veux dire, mais c'est très cérébral de nouveau. Je m'y attendais pas, mais dans une interview, Ousmane a dit, je déteste Colby Covington, mais il faut avouer que c'est un excellent combattant. Et je m'attendais pas à ce qu'ils disent ce genre de choses. Et ça peut laisser suggérer soit de l'honnêteté, mais moi, j'ai un peu ce feeling de se dire, ah, il est peut-être en train de préparer le terrain en cas de défaite, que ben voilà, c'est une défaite, mais c'est quand même contre un super combattant qu'on déteste tous, mais un super combattant. Et donc cette petite réflexion m'a fait pencher parce que quand le combat a été annoncé, je m'étais dit ouais non, Ousmane, j'ai été trop impressionné par ses dernières performances, un peu comme tout le monde, et je me suis dit non, il a trop évolué, il va rouler dessus sur la deuxième, et puis j'ai revu le premier combat, je vois un peu les adaptations qui peuvent être faites, et puis il y a cette interview en plus qui vient après, je me dis, et comme tu l'as souligné, les blessures, quand il est passé sur le Joe Rogan Experience, je me suis dit, le mec, il fait combat de blessé, quoi. À un moment, ça va être comme Conor McGregor, il y a quelque chose qui va lâcher pendant le combat, ça risque de jouer lourd en plein milieu d'un fight, et ça pourrait être maintenant qu'il ouais, il avance en âge, il a que des combats difficiles. Qui dit combat difficile quand t'es champion, on dit préparation difficile. Donc il y a beaucoup de facteurs qui pourraient vraiment venir euh, compléter cet argument que Colby Covington a complètement ses chances dans cette revanche. Ouais, ouais, ouais. Donc, on va se faire allumer dans les commentaires, je te le dis, hein, parce qu'on n'est pas beaucoup à mettre Colby gagnant. Ouh, ouh, ouh. Ouais, mais il faut mettre le côté émotionnel de côté. On, C'est on on l'aime, a on mis le des déteste. Moi arguments. personnellement, Colby, je pense qu'il fait exprès. Je pense que c'est un jeu qui joue à 100%. Quand tu regardes avant son combat contre Demian Maia, le mec Ouais. était simple. Le mec était simple, c'était pas un connard en interview. Et je pense qu'il l'a dit une fois honnêtement dans une interview, mais que les médias essayent de cacher. Il avait dit un truc genre je savais que c'était mon dernier contrat, l'UFC me considérait comme un combattant chiant, je savais pas quoi faire, alors j'ai gagné au Brésil contre Demian Maia et j'ai juste dit You J'ai insulté Brazilian tout le monde. filthy Ouais, animals. ouais. Et du coup, ça a fait un buzz, l'UFC m'a re-signé, etc. Et puis du coup, il a pris cette casquette à 100%, il met ses costards à 3,50 $, il fait toujours le clown, et j'ai l'impression que ça lui pèse de temps en temps de devoir jouer ce rôle, et je serais pas surpris que quand il prend sa retraite, il l'annonce quand même, les gars, je suis un mec normal. Ça m'a saoulé, ouais. Ouais, non, mais exactement la même analyse que toi de Colby Covington. Euh, j'ai la même analyse. C'est un personnage. Il arrive au Brésil, il insulte tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il fait? On n'a même pas compris. Il est en plein Brésil. Finalement, il a fini par se prendre un boomerang dans la tête en Australie. Enfin voilà, non, voilà, l'analyse, c'est ça. C'est déjà il y a le facteur mental. Ousmane, je l'ai traduit ce bout de vidéo que tu dis en plus de Ousmane qui est en train de dire que Colby, il faut avouer que c'est un bon combattant. Et Ousmane, il n'a jamais fait ça. Ouais, Un contender comme ça, direct, qui est censé être ton pire ennemi, ouais. tu viens dire que Surtout tu avoues lui. que c'est quand même un super combattant. C'est vrai que ça ressemble à une préparation de défaite. Et ça veut dire que dans tous les dossiers que tu as dans ta tête, il y en a un très au fond, enfoui, dans lequel tu as mis il y a moyen que je perde. Et ça, c'est un truc que tu dois pas mettre. Et il s'est déjà mis une petite graine dans la tête. Et quand j'ai vu ça, c'est pour ça que je l'avais traduit, je me suis dit, ah ouais, c'est bien. Bon, le premier réflexe quand tu commandes ça, c'est de dire, ouais, respect, c'est un vrai champion, il Ouais. respecte. Mais d'accord, mais tu fais ça après avoir battu le mec. Tu fais pas ça alors que le mec est en train de se préparer en ce moment que tu parles. Il est en train de se buter à la salle pour t'ouvrir en deux. Et enfin voilà, Colby joue un rôle. Ouais, je suis d'accord. Je vois Colby le gagnant, mais ça va être un très dur combat. Et sur les blessures, c'est vrai que Ousmane peut lâcher un moment. Il peut avoir un truc qui lâche.
au Sanford, on le voyait depuis des années. Le mec s'entraîne tout le temps avec des Des genouillères, il s'entraîne genouillères, tout ouais. le temps avec des trucs partout, au coude, aux genoux. Tu vois qu'il est tout le temps blessé. C'est clair qu'il est blessé. Et donc voilà. Ben, c'est drôle, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à mettre Colby gagnant. Mais au Non, moins, c'est bien. Ça monte un peu ça nous hype nous-mêmes, tu vois. ouais, et puis tant mieux, la vidéo aura plus de commentaires, du coup, plus Ouais, on d'insultes, va se faire ça fait gagner. des buzz. Ouais, ouais. Ok, bah écoute, honnêtement, 1h20 qu'on Ah ouais, quand même. enregistre, Ah ouais. ça m'a fait plaisir de dingue. C'est toujours un plaisir de partager avec des gens qui s'y connaissent. Et honnêtement, tu as une connaissance de ouf. C'était incroyable comme moment. On a analysé 3 combats, on a mis blindé de temps, mais je crois que ça valait la peine. Euh, alors, on va finir tout simplement. À tous ceux qui suivent, merci. Pour le peu qui me connaissent moi, mais qui connaîtraient pas Sam, allez le suivre. Sa chaîne est incroyable. Mettez vos pronostics en commentaire, likez, abonnez-vous aux 2 chaînes et on va d'office refaire ça à un moment. Ouais. Ah, Chris, un grand merci de m'avoir invité. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais aussi. Après, je pense que tu aurais beaucoup plus d'abonnés parce que toi, tu es vraiment dans le qualitatif. Voilà. Donc, t'inquiète pas, t'as pas énormément d'abonnés. D'ailleurs, moi, je suis pas une star, j'en ai pas beaucoup non plus, mais ça reste c'est le qualitatif. Donc, tu as des bons abonnés. Je pense que tu as capté que c'est agréable moi-même, j'en ai pas énormément, mais je sais que c'est des bons abonnés, des gens solides qui comprennent et qui disent, voilà, il n'y a pas énormément de casus, c'est un peu péjoratif, mais en tout cas, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir quand tu veux pour la prochaine. Parfait. Bah, on se contacte et on fait ça. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo.